Salut Gaël. Salut David. Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée, c'est que tu me fasses un petit check-in et que tu me partages l'énergie que tu as aujourd'hui, ce matin, pour ce podcast. Quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, ou à l'inverse, une énergie un peu négative que tu voudrais déposer pour être totalement ouverte et libre dans cette belle discussion. Super, j'adore. Je crois que ce dont je peux te parler là tout de suite, c'est ma peur que ma voix ne tienne pas la journée. Du coup, ce matin, je n'ai fait que chuchoter avec ma famille toute la matinée parce que j'ai un peu perdu ma voix en ce début de semaine, en ce début d'automne. Voilà. Mais sinon, plutôt belles énergies. Il fait beau dehors et moi, je suis en Bretagne. Je célèbre toujours quand il fait beau. Ah, magnifique. J'ai vécu en Bretagne pendant 12 ans. Ma maman y habite encore et donc j'y retourne régulièrement dans les Côtes d'Armor et la côte y est sublime, magnifique. Et d'ailleurs, même quand il fait pas beau, je trouve que les ciels tortueux sont dignes des peintures des plus beaux peintres et je trouve ça vraiment merveilleux. Et pour ma part, mon petit check-in, je suis très heureux de te recevoir parce que déjà parce que le sujet des cycles m'intéresse énormément, celui des femmes évidemment, mais aussi les cycles du soleil, des saisons, de la vie. On va pouvoir extrapoler un petit peu dans tous les sens. Je pense que ça va être une conversation passionnante, mais aussi parce que je regrette de ne pas avoir reçu plus de femmes sur ce podcast. Et d'ailleurs, je dois à Loïc Plisson d'avoir découvert ton travail, qui est celui, donc c'était un ancien invité du podcast, c'est épisode 31. On avait parlé des méthodes naturelles pour auto-réparer le corps. On avait aussi parlé de permaculture, d'hygiène. Et d'ailleurs, depuis cet épisode-là, j'utilise plus de savon. Donc ça fait peut-être 6 mois que j'ai pas utilisé de savon et que je me rince simplement sous ma douche avec de l'eau et je mets de l'huile d'olive de temps en temps sur ma peau et crois-le ou non, mais je me sens parfaitement bien comme ça. J'ai pas l'impression de sentir mauvais. Ma peau, le microbiote de ma peau s'est parfaitement adapté à ce changement. Et je trouve que c'est intéressant, tu vois, de remettre des questionnements dans nos habitudes de vie qui sont parfois acquises d'un point de vue sociétal, sans qu'on se soit un jour demandé si elles avaient une logique ou un sens. Et donc voilà, donc il m'a beaucoup inspiré et donc voilà. Et donc je suis très très content de te recevoir. Qu'est-ce qui t'a donné toi envie de t'intéresser au potentiel humain et justement d'aider les femmes à reprendre en main leur cycle? On va dire que c'est deux choses qui se sont croisées. La première, c'est la prise de conscience que le cycle était important parce que quand j'ai voulu avoir un enfant, le mien fonctionnait pas. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai fait de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire que les médecins ont pris littéralement les clés de la maison et ont géré toute la partie hormonale, tout ça. Alors quand je dis ils ont géré, ils n'ont pas subi les conséquences, parce que il y a beaucoup de conséquences à une procréation médicalement assistée. Et quand j'en parlais aux médecins qui me suivaient, il y avait vraiment comme une minimisation de tout ce que je vivais. Je leur disais mais je vis des tornades émotionnelles, c'est hyper dur, j'ai les larmes aux yeux devant des clients parce que je travaillais dans la banque à l'époque, j'étais directrice d'agence bancaire et je me retrouvais avec des changements émotionnels hyper violents et des médecins qui me disaient oh il y a pas de raison. Donc tu vois ce différentiel déjà m'a fait m'intéresser à l'impact des hormones sur notre vie et là j'ai découvert déjà tout un monde. Mais à ce moment-là, je travaillais dans la banque et ça m'allait très très bien. Puis j'ai réussi à tomber enceinte grâce à la procréation médicalement assistée. Donc je ne tape pas dessus non plus. Et en fait, avec mon conjoint, on a fait un choix particulier. On n'a pas souhaité savoir si on attendait un garçon ou une fille pendant toute la grossesse. Et donc le jour de la naissance de ma fille, quand elle est née, déjà je commençais par être super heureuse d'avoir un bébé et c'est une des puéricultrices qui a dit mais vous avez même pas regardé le sexe? Non, c'est vrai. Donc là, elle a levé la jambe pour regarder. Et alors? Et en fait à ce moment-là, elle a dit c'est une fille. Et à ce moment-là, dans ma tête, il y a eu comme un truc, c'est comme si tu sais, j'étais passée dans Matrix là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu d'avoir mis au monde, dans ce monde aujourd'hui, une fille? Parce que je considère que c'est plus dur pour les femmes, que moi je travaillais dans la banque, qui était un milieu très masculin, j'avais l'impression de m'être un peu hissée à la force des bras, de m'être pris plein de remarques sexistes, plein de choses un peu, waouh, très limite. Et donc là, je me suis dit, mais non, mais ça va pas. c'est pas possible d'avoir fait ça, en fait, dans une espèce d'inconscience qui se révélait à ce moment-là dans ma tête. Et ce jour-là, baignée par les hormones de l'accouchement et la joie d'être maman, je me suis dit, ok, j'ai 18 ans pour changer le monde, pour que ma fille arrive adulte dans un monde où les femmes sont à leur juste place dans la société.
Donc c'est vraiment ce processus-là. Ou alors, donc après ça, j'ai pris un congé parental. J'ai commencé à faire du coaching parce que je m'étais déjà formée au coaching avant pour ma propre pratique professionnelle dans la banque. Et j'ai commencé à faire du coaching pour l'empowerment des femmes. Donc j'ai accompagné des femmes pour qu'elles puissent se développer dans leur carrière, dans leur parentalité aussi. Et il se trouve que régulièrement, j'avais des femmes qui venaient me voir en me disant « Gaëlle, c'est un truc de fou, tout marchait super bien, j'avais repris confiance, etc. » Et puis là, patatras, cette semaine, j'ai l'impression d'être une sous-merde, il n'y a rien qui va, tout part en cacahuète. Et moi qui avais fait des recherches sur le cycle menstruel avant, je leur disais « Mais t'en es où de ton cycle ?» Et là, il y avait comme un pop qui se faisait dans la tête des femmes que j'accompagnais, qui me disait « Ah, ouais, mais maintenant que tu le dis... » Et voilà, et en fait, c'est une de mes clientes qui un jour m'a dit « Mais Gaëlle, tu sais des trucs sur le cycle, il va falloir que tu me les dises. » Et moi, je lui dis « Oui, mais on va pas utiliser une séance de coaching pour toi, pour que moi, je te transmette un truc que j'ai à peine appris. » Elle me dit « Non, c'est pas grave, tu fais une réunion pour toutes tes clientes, on sera toutes là. » Et en fait, ça a vraiment commencé comme ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que dans ma promesse que je me suis faite pour que justement les femmes soient à leur juste place dans la société, méconnaître ce processus naturel qu'on a à l'intérieur de nous, ne pas réaliser qu'on peut s'en servir pour du mieux, et au contraire, en général, se sentir dévalorisé par rapport à ça, c'était certainement un cheval de bataille absolument passionnant. Donc voilà sur quoi je suis partie. Et puis il y a un autre truc, c'est que moi j'adore que les gens fassent une drôle de tête quand j'annonce le métier que je fais, et là ça marche vraiment bien. En tout cas, c'est un magnifique sens transcendantal que d'essayer de rendre le monde plus beau pour ta fille. Je trouve qu'il y a rien de plus merveilleux. Moi-même, qui ai une fille qui a 22 mois, je ne peux qu'apprécier et admirer cette vision. Et quant à la place des hormones, tu vois, moi-même, j'ai presque honte de le dire, mais je l'ai minimisé complètement. Tu vois, quand ma femme, elle me disait je me sens fatigué ou je suis énervé, c'est parce que je vais avoir mes règles ou des choses comme ça. Tu vois, moi en tant qu'homme, j'ai toujours tendance à être dans l'action, à être porté vers ce que je dois faire, vers la nécessité de faire quelque chose et à laisser de côté mes émotions. Je suis fatigué, j'ai pas assez dormi, j'ai pas assez récupéré, c'est pas grave. J'ai une action à réaliser, un objectif à atteindre. Je laisse de côté tous les signaux que mon corps m'envoie et je suis ancré dans la tâche que j'ai à accomplir. Donc je me pose même pas ces questions-là de savoir est-ce que je suis bien aujourd'hui ou pas, etc. J'y vais, un point c'est tout, tu vois. Et donc avec cette vision qui est très masculine de la vie, j'avais du mal à comprendre les petits coups de mou et le fait que parfois elle fasse rien de sa journée parce que justement elle le sente pas, etc. Tu vois, pour moi c'est quelque chose qui était complètement à l'opposé de mon système de fonctionnement. Et pour autant, maintenant que je m'intéresse moi aussi, tu vois, au potentiel humain et à la physiologie, au fonctionnement du corps humain, je comprends complètement l'impact fondamental que les hormones ont sur nos vies. Et j'ai honte de mon comportement et de ma vision qui était extrêmement étriquée, mais qui était aussi héritée. Tu vois, je te parlais un peu plus tôt de Loïc Plisson qui m'avait fait redéfinir et me poser des questions sur est-ce que c'est normal d'eux, etc. Et qui sont en fait plein d'apprentissages sociétaux. Et tu vois, ça c'est pareil en fait, c'est cette vision-là de ce que doit être un homme, ce que doit être une femme, c'est des héritages sociétaux. En plus, t'observes tes collègues qui fonctionnent d'une certaine façon, les gens dans ton environnement professionnel, etc. Et donc t'as tendance à reproduire ce que tu vois autour de toi, sans remettre en question cette vision qui est arriérée en réalité. Donc, est-ce que tu pourrais déjà apporter une touche d'éclairage sur le fonctionnement du cycle des femmes et sur la façon dont toi tu le vois et les conséquences qu'ils ont sur leur fonctionnement? Oui, carrément. Déjà, en fait, c'est super intéressant ce que tu as mis là en perspective, c'est que tu dis parce que tu es un homme, tu fonctionnes différemment, et parce qu'il y a une femme à tes côtés, tu la vois fonctionner différemment. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, ces éléments-là sont très empreints de quelque chose de sociétal. Parce qu'on va le voir ensemble, en réalité, le vivant, il est cyclique dans sa globalité. C'est-à-dire que on n'a pas la même énergie au début de notre vie qu'à la fin de notre vie. On n'a pas la même énergie le matin que le soir. On n'a pas la même énergie en été qu'en hiver. On n'a pas la même énergie au début de nos projets que quand ça commence à traîner en longueur. On n'a pas la même énergie au début d'un couple que quand ça va plus loin. Tu vois, tout ça. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de dire on est un millefeuille de cycles. Tous. Et donc, l'idée selon laquelle les femmes seraient cycliques et les hommes linéaires, ça voudrait dire que les hommes seraient la seule partie du vivant à s'extraire complètement de ce monde cyclique.
Voilà. Déjà, je le pose là, c'est hyper important pour moi parce que pour moi, c'est un mythe de société. C'est ce qu'on a voulu faire penser aux hommes et c'est comme ça qu'on est un bon homme. Un bon homme. Quand effectivement on s'extrait de cette nature cyclique, on s'extrait du fait d'avoir des changements, des fluctuations d'humeur et d'énergie. Ce que, encore une fois, toute la nature a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les animaux, on le retrouve même dans le règne végétal. Donc en fait, tout le vivant est fait sur la notion de cycle. Même l'univers, avec le fait qu'il y ait une notion d'expansion, de contraction, est dans une dynamique cyclique. Donc voilà, juste, moi je suis pas ok pour sortir les hommes de cette dynamique cyclique. Il faut voir que en Angleterre, il y a une enquête qui avait été faite. Il y a 24% des hommes qui ont répondu à cette enquête, qui disaient que eux-mêmes vivaient un cycle mensuel. C'est-à-dire que tous les mois, ils passaient par différentes énergies. Et moi, j'ai rencontré sur mon parcours beaucoup d'hommes qui m'ont témoigné de ce cycle mensuel. Je me souviens du premier publicitaire avec lequel j'ai travaillé, à qui j'ai présenté l'approche Kiffe ton cycle dont on va parler, qui me dit « Mais Gaëlle, c'est un truc de fou, mais moi je vis exactement ça tous les mois. Au début du mois, je suis là, je me mets en mouvement, je m'active, etc. Et puis vers le 15, j'ai super envie d'aller boire des bières avec les potes. Et puis la semaine qui suit, je regarde tout ce qui va pas et je me dis on va jamais réussir à finir le mois. Et du coup, je commence à engueuler toute mon équipe. Et puis après, je me calme en disant n'importe quoi. Et ça repart de nouveau avec de l'énergie au début du mois. Donc en fait, tu vois, et ça, c'est le vécu de finalement beaucoup de personnes qui sont au contact de ce qu'ils vivent. Donc voilà, déjà le vivant est cyclique et pour moi on est un millefeuille de cycle et le cycle menstruel, il est au milieu de ça, une petite couche qui va se situer entre le cycle des saisons qui est plus long et le cycle de notre vie qui est beaucoup plus long et puis ensuite le cycle de nos journées ou de nos semaines, tu vois. Donc on va avoir cette couche intermédiaire qui est le cycle menstruel. Et effectivement, l'intérêt que va avoir le cycle menstruel, c'est qu'il va être supporté hormonalement. C'est-à-dire qu'on va passer par différents cocktails hormonaux qui vont nous permettre d'aider la mise en place des différentes énergies. Est-ce que tu veux que je te présente du coup les différentes énergies ou est-ce que tu veux déjà peut-être rebondir sur ce que je viens de... Alors, sur le côté cyclique, bien évidemment, tu vois, c'est tout le sujet du podcast et je voulais pas me limiter au cycle des femmes et tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, au sein même de notre corps, on fonctionne, c'est une homéostasie. Tu vois, c'est pas une ligne droite, c'est des facteurs qui arrêtent pas de fluctuer, c'est des sinuosidales et le corps est toujours en train de compenser. Mais je pense que, étant donné que les hommes, et là je parle pas des hommes masculins, mais des hommes de façon générale, aiment les certitudes, aiment pouvoir prévoir l'avenir et donc aiment la linéarité. Et donc on n'aime pas ces variations, tu vois, qui sont inhérentes, comme tu le dis très bien, à la vie. Tout est homéostasie. Et donc tu vois, je pourrais prendre un exemple qui est la température. T'as la même température l'été avec la climatisation que l'hiver avec le chauffage. Et là on commence à parler de pénurie d'électricité et donc peut-être des moments où on va devoir changer notre température. Et tu vois les angoisses que ça crée dans la tête des gens qui se jettent pour acheter des pelés. Et donc les pelés qui normalement coûtent 3,50 € le sac de 10 kilos sont montés à 10 € et sont en pénurie partout. Parce que les gens sont angoissés à l'idée de sortir de cette ligne droite qui caractérise leur vie. Et donc on a peur en fait de cette logique de fluctuation, alors que comme tu le dis très bien, d'une part la vie en elle-même est faite de cycles, mais c'est aussi le cas par exemple du bonheur, tu vois, le bonheur c'est pas une ligne droite, c'est aussi une homéostasie où se cumulent des plaisirs hédonistes qui vont avoir des pics très hauts et très intenses, mais qui vont vite redescendre, donc qui vont vite te remettre dans une situation de manque. Et puis des sens peut-être plus profonds. Je peux parler de sens transcendantal, qui est le sens profond de ta vie et de ton impact dans la société, qui aura des amplitudes beaucoup plus longues sur la durée. Le sens social, altruiste, le sens personnel, qui est le fait de prendre soin de soi. Et donc tu vois, tout ça c'est pareil, c'est des courbes, c'est des fluctuations. Et on pourrait aussi citer les rythmes circadiens au sein de la journée. Par exemple, moi, lorsque j'ai compris ça, j'ai modifié mes plages de travail, d'apprentissage, de sport, etc. Et avec le même nombre d'heures dans ma journée, je me sens aujourd'hui 10 fois plus productif parce que je travaille. Tu vois, par exemple, les podcasts, je les enregistre toujours le matin parce que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie, où je rentre dans un état de flow hyper intense. Et l'après-midi, ça me fait pas la même chose, tu vois. Donc l'après-midi, je vais la consacrer à d'autres types d'activités. Par exemple, en fin de journée, je vais aller faire mon sport, qui me permettra de décharger un petit peu tout le cortisol et toute la charge cognitive que j'aurais pu accumuler au long de la journée. Et donc j'aime beaucoup, tu vois, cette vision des cycles et puis aussi la façon dont tu peux l'intégrer dans ta vie pour être plus heureux, plus épanoui et plus en harmonie avec la nature en réalité. C'est exactement la façon dont je vois les choses. Et le cycle circadien, par exemple, il est lui aussi soutenu hormonalement.
Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que le cycle menstruel qui est soutenu hormonalement. Et d'ailleurs, on retrouve justement une gestion différente du cycle circadien chez les hommes et chez les femmes. Parce que chez les hommes, on a ce pic de testostérone le matin qu'on retrouve un peu moins chez les femmes. Donc, tu vois, c'est super intéressant, mais je suis en accord total. Donc, c'est vrai que, voilà, ça bouge tout le temps. C'est un équilibre précaire tout le temps. Il y a tous ces cycles. Mais effectivement, au milieu de tout ça, il y a le cycle menstruel. Et ce cycle menstruel, il va nous faire passer par des états qui peuvent sembler, pour certaines personnes, plus impactants. Alors, pour certaines personnes, on voit rien, quasiment. Et puis, pour d'autres, en fait, ça va impacter une grande partie de leur vie. Et le problème, c'est que sociétalement, ça a été considéré dans notre imaginaire collectif comme quelque chose de négatif, de problématique. Et c'est là où moi je me situe. En revenant et en disant, oh, on nous a fait croire que la nature n'avait pas bien fait les choses pour les femmes, mais en fait, non. Parce qu'a priori, la nature fait bien les choses, la nature est quand même d'une justesse et d'une puissance hallucinante. Et donc de croire que juste parce que Ève aurait croqué la pomme, on se serait retrouvé à être affublé de quelque chose qui est mal fait, c'est quand même assez aberrant. Donc voilà où moi je me situe, c'est de remettre le cycle, remettre le petit programme. Le cycle est une chose positive et on peut s'appuyer dessus pour se réaliser, plutôt que le programme qu'on nous a mis, qui est le cycle c'est un truc galère, il faut bien ça pour avoir des gosses, mais tu seras bien contente à la ménopause quand ça sera terminé. Et alors du coup concrètement, moi j'aime beaucoup une métaphore, je le disais au tout début, je vis en Bretagne et je trouve que les cycles fonctionnent vraiment comme des vagues. Parce qu'à une vague succède une autre vague, succède une autre vague. Et il y a des petites vaguelettes et puis il y a des tsunamis. Et dans une vie, certaines personnes ne vont vivre que des tsunamis. Certaines personnes ne vont vivre que des petites vaguelettes et puis une grande partie des personnes vont finalement vivre une alternance de petites vagues, de grosses vagues. Et donc, le cycle fonctionne effectivement comme une vague et on va vivre, se laisser traverser par cette vague à peu près 500 fois dans une vie. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que 500 fois, c'est le chiffre le plus élevé que l'humanité ait connu. C'est-à-dire qu'avec l'allongement de la durée de la vie, et la diminution des grossesses, du nombre de grossesses dans une vie, l'humanité, les femmes qui nous précèdent n'ont jamais autant vécu de cycles. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a moins transmis des choses, on s'est moins posé les questions, parce que finalement, c'était beaucoup moins, c'était 10 fois moins, voire beaucoup moins encore. Hein. Il y a vraiment des femmes qui ont vécu à faire des enfants en fait quasiment toute leur vie cyclique. Et donc, elles avaient leurs règles à peu près tous les 1 an et demi, 2 ans en fonction des allaitements. Grossesse plus allaitement. Donc, en réalité, ça faisait très très peu et puis ça repartait très vite sur une nouvelle grossesse. Donc voilà, nous maintenant, ici, pour une personne menstruée dans ce monde-là, ça va être à peu près 500 cycles. Donc, c'est énorme. 500 vagues qu'on va recevoir et que la société nous propose de se prendre dans la tronche. Tout simplement, de préférence en silence parce qu'on parle d'un sujet tabou et que c'est dévalorisant quand on en parle. Et il y en a certaines qui vont se faire rouler bouler par les vagues tous les mois. Il y en a qui vont être tordues, qui vont avoir des douleurs, qui vont avoir des sensations extrêmes. D'autres, pas grand-chose. Et au milieu de ça, on a un peu l'impression que c'est le coup de chance ou le coup de pas de chance. Donc ça, c'est la proposition classique de la société. La deuxième proposition de la société, c'est si ça te saoule, tu prends la pilule magique. Donc on arrête tout. On bloque le cycle. Comme ça permet de plus se prendre les vagues dans la tête et c'est efficace et pour certaines, c'est plutôt une bonne chose. Clairement, j'ai pas de positionnement anti-pilule. Je trouve que c'est juste dommage de considérer que c'est la solution magique à tout. Et puis la troisième possibilité qui est celle que moi je défends, qui est de dire, en fait, cette vague, on va pouvoir apprendre à la surfer. On va pouvoir apprendre à utiliser l'énergie de cette vague pour réaliser des grandes choses et pour le mettre au profit de nos projets. Au profit de la réalisation de ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie, parce que finalement, on va le voir ensemble, c'est ce que nous propose naturellement le fonctionnement cyclique, et c'est ce qu'on a appris à pirater complètement, et c'est ça qui me révolte, moi, c'est que non seulement on considère que c'est un événement négatif, le cycle menstruel, pour la plupart des personnes, mais surtout, on a appris à le pirater, donc à pas l'utiliser correctement. Et on va peut-être voir ensemble comment on a appris à le pirater et comment on peut l'utiliser positivement. Oui, j'aimerais bien découvrir comment surfer cette vague. Ok. Alors, la première chose déjà, c'est de comprendre qu'il va y avoir 4 énergies qui correspondent aux 4 positions en surf.
qu'on va pouvoir faire dans une session de surf. 4 énergies qui vont dépendre des cocktails hormonaux. Donc la première énergie, c'est quand on a nos règles, on va être posé sur notre planche en surf. Donc tranquille, posé sur la planche, tu vois, entre deux vagues, en train de se demander, déjà en train de se ressourcer, en train de se demander qu'est-ce qu'on va surfer, dans quelle direction on va aller surfer la prochaine fois. C'est ce moment-là où toutes les hormones sont au plus bas. Donc c'est ça qui déclenche les règles, c'est la chute hormonale qui déclenche les règles. Toutes les hormones sont au plus bas, tout est apaisé, et c'est le moment qui nous invite au ressourcement et à la planification. Ensuite, on voit une vague qui est en train de bomber derrière nous et on a très très envie de la prendre. Et donc là, on sent que l'énergie est en train de remonter et on va se mettre à ramer. Et donc on va se mettre en action, en mouvement, parce qu'il y a les œstrogènes qui commencent à monter. Et les œstrogènes, ils fonctionnent un peu comme la pédale d'accélérateur du corps et nous invitent à l'action. Et donc là, c'est la période de la prise d'élan dans le surf. Et désolée, j'ai ma gorge qui lâche, c'était mon inquiétude. Je le disais, c'est la période de la prise d'élan dans le surf. Et donc, grâce aux œstrogènes, on remonte en énergie et on a envie d'agir. Donc là, c'est le moment où on se transforme un petit peu en Shiva, avec des bras qui nous poussent un petit peu partout et qu'on peut faire plein de trucs en même temps. Et donc, c'est un peu le moment que je pense, c'est la période qui, à mon avis, est à l'origine de la légende urbaine selon lesquelles les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps. Parce qu'effectivement, on a l'impression de pouvoir faire 10 milliards de choses en même temps. Donc ça, c'est la période qui va entre les règles et l'ovulation. Arrivé dans la période de l'ovulation, en surf, ça y est, la vague nous porte, on n'a plus besoin de ramer, on n'a plus besoin de s'agiter, on va se mettre debout sur notre planche et on va se mettre à rayonner. Qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones ? En fait, il y a un petit pic de testostérone qui s'ajoute au pic d'œstrogène, qui va nous donner un boost de confiance en nous, qui va faire qu'on va devenir plus symétrique et qu'on va se sentir plus belle et on va avoir plus envie d'interagir avec les autres. La nature est bien faite, c'est le moment de l'ovulation, c'est le moment où on est fertile, elle a juste envie qu'on se reproduise, donc elle nous encourage à aller vers le monde, mais on va voir que ça peut servir à autre chose que de se reproduire. Et donc on est là, on rayonne, on est debout sur notre planche, et puis ensuite vient la période prémenstruelle. Après l'ovulation, on arrive dans la période prémenstruelle, et celle-ci, en surf, c'est le moment où on va arriver dans le tube de la vague. Dans le tube de la vague, je sais pas si tu vois l'image, la surfeuse en fait se retrouve avec le soleil qui arrive beaucoup moins bien. On voit le dessous des choses, on a un regard critique sur les choses, on va être moins lumineuse au sens sociétal du terme, c'est-à-dire qu'on va avoir moins l'impression d'avoir la femme qui nourrit d'abord les relations, tout ça. Non, là c'est plutôt pour nous. Et on va revenir à nous et on va pouvoir faire un audit de ce qui va et ce qui va pas. Et ça c'est à la faveur, au niveau hormonal, des œstrogènes qui sont toujours un petit peu présents, donc il y a toujours de l'action, mais aussi de la progestérone. Et la progestérone, c'est une hormone qui va nous inviter à revenir dans notre grotte. C'est l'hormone progestation, l'hormone qui va préparer à la grossesse. Et donc, elle va quelque part scanner notre vie, nous permettre de scanner notre vie pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Parce que si ensuite je suis en état de grossesse, il faut que les choses aient été réglées avant. Donc il y a une espèce d'urgence dans cette période où on est dans le tube de la vague, de régler les choses, de voir ce qui ne va pas, de faire un audit sur notre vie. Et puis ensuite, parce que c'est un cycle, de nouveau tout s'apaise, de nouveau on se pose sur notre planche et puis on repart pour une nouvelle session. Donc voilà comment fonctionne une session de surf et comment fonctionne en même temps le cycle menstruel. Je trouve ça merveilleux ce que tu partages parce que avec cette vision du cycle et en plus la chance inestimable qui se reproduit 500 fois dans la vie d'une femme, c'est comme si tu avais un éternel recommencement et que à chaque fois, tu vois, chaque nouveau mois, chaque nouveau cycle était une nouvelle opportunité de créer un nouveau projet, d'avancer dans ta vie, dans les choses qui t'animent, etc. Tu vois. Et je trouve ça super beau comme vision. Et j'aime bien le fait que tu aies dit que la nature était hyper bien faite. Et en réalité, j'en parle souvent dans ces podcasts, avec par exemple récemment avec Paul Landon, notamment, et du fait que notre ADN de chasseur-cueilleur qui n'a pas évolué aussi vite que notre société et qu'en réalité on est un petit peu désadapté. Notre ADN, notre génome n'est pas en adéquation avec les contraintes sociétales de notre vie ultra-moderne. Et on le voit aussi un petit peu justement dans l'expression du cycle de la femme qui initialement était extrêmement bien pensée pour lui permettre de remplir son rôle. Tu disais que c'était un rôle de reproduction. Il faut quand même rappeler que le but de chaque espèce, à la base, c'est de survivre et de se reproduire. C'est les deux seuls objectifs biologiques, en tout cas, d'une espèce. Et pour autant, tu vois, dans nos sociétés,
on le laisse complètement de côté et on imagine que il faut être tout le temps au taquet. Tu vois, un patron par exemple, moi je suis chef d'entreprise, j'ai une boîte et c'est vrai que si j'avais pas été sensibilisé grâce à des discours comme le tien, j'aurais eu tendance à attendre de mes collaboratrices une efficience identique tout au long du mois, tu vois. Parce que t'attends de la productivité, tu dis que tu payes un salaire, etc. et que il faut qu'on avance parce que toi t'as des charges à payer, etc. Tu vois. Et donc je trouve que c'est intéressant de remettre en perspective tout ça et de s'apercevoir qu'en réalité cette façon de fonctionner n'est d'une part et métaboliquement insultante d'une certaine façon et en même temps peut-être pas la meilleure façon d'utiliser les talents d'une femme. Et d'ailleurs, mais c'est ça parce qu'en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, pour moi, le cycle, il fonctionne comme un chef de projet interne. Parce que si on regarde bien, regarde, se ressourcer et ensuite faire des plans. C'est pas mal pour démarrer un projet. Puis se mettre en action. Communiquer et interagir avec le monde pour porter son projet au monde. Puis regarder ce qui ne va pas en faisant l'audit, avant de se ressourcer, de refaire des plans et de se remettre en action. Est-ce qu'on n'est pas dans la gestion parfaite d'un projet ? C'est trop bien. Mais moi, ça me donne envie. Mais c'est ça le truc. Ouais. C'est vraiment ça. C'est que pour moi, on est dans la gestion parfaite du projet. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? On l'a piraté sociétalement, réellement. Pour moi, on a piraté le fonctionnement des femmes. Parce que, en fait, on a dit une femme, ça doit être ça. Une femme, ça doit être souriante, ça doit être prendre soin, et ça doit, maintenant, aujourd'hui, dans notre société, en plus, réussir sa carrière, donc être en mouvement, etc. Donc, qu'est-ce que, en creux, ça veut dire, une femme, ça ne doit pas être critique, en colère, pas contente, et ça ne doit pas être feignante, se reposer, se ressourcer, etc. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans ce fonctionnement-là cyclique ? Eh bien, si on ne se ressource pas dans la période qui est la plus adaptée pour se ressourcer, on va être épuisé tout le reste du temps. Donc, on va être beaucoup moins efficace quand on va vouloir passer à l'action. Donc voilà comment on pirate le truc. Si on ne prend pas le temps de recul pour planifier, eh bien, et ça nous arrive à beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe ? On sent qu'on a beaucoup d'énergie le matin, sauf que, en fait, on va se mettre à ouvrir des onglets dans tous les sens, et puis à la fin de la journée, on va se dire, bah mince, j'ai rien fait, parce que j'ai pas planifié en amont qu'est-ce que j'allais faire de cette énergie. Donc en fait, on apprend à ne pas se ressourcer, à ne pas prendre du recul pour planifier, et donc on perd notre énergie. Tu vois, on apprend aussi qu'une femme qui a pas le sourire dès le matin, même dans la rue, hein, mais moi je vivais en banlieue quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire interpeller par des personnes qui me disaient ouais, qu'est-ce qu'elle a la dame aujourd'hui, elle a pas le sourire. Elle fait ce qu'elle veut. Mais n'empêche que ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, quand on est dans le tube de la vague, on est en train de faire l'audit de notre vie, on est en train de regarder ce qui ne va pas. Et oui, c'est clair que c'est pas le moment où on est le plus dans le care, c'est pas le moment où on est le plus dans le sympathique, on n'a pas forcément envie d'emmener des gâteaux pour tous les collègues du bureau à ce moment-là, parce que on voit, ça nous saute aux yeux et on dit mais ça c'est pas possible, c'est insupportable, c'est inacceptable. Mais en même temps, pour réaliser de grands projets, pour aller au bout des choses, sérieusement, est-ce que c'est pas essentiel de se dire ça va pas ? Et quand je dis de grands projets, ça marche pour le couple, ça marche pour tout en fait, pour tout ce qu'on a à réaliser dans notre vie. Si à aucun moment on est là en train de se dire mais concrètement ça ne me convient pas, ben à un moment ça explose. Et donc en nous disant une femme c'est quelqu'un de souriant, de gentil qui prend soin, en fait on nous pirate la partie dans laquelle au contraire on n'a pas envie d'être souriante, gentille, de prendre soin. On a envie de prendre soin de nous et on a envie de se demander à nous-mêmes si c'est OK ce qu'on est en train de vivre. Et de façon générale, d'ailleurs, ces temps d'analyse de nos vies, de planification, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ils sont complètement absents. On est complètement dans le tourbillon de la vie, à devoir répondre aux obligations, aux contraintes et aux responsabilités journalières, hebdomadaires, mensuelles. Et on est rarement à se poser déjà, tu parlais du projet du couple. On prend rarement le temps d'avoir des vraies conversations profondes avec son conjoint pour parler de ce qui va bien, de ce qui va pas, des projets communs, de la direction qu'on veut prendre ensemble en tant que famille. Et d'un point de vue individuel, on prend peu le temps de faire des bilans. Tu vois, il y en a qui font des bilans annuels, donc c'est déjà bien, tu vois, mais je pense que c'est une minorité. Et puis encore moins des bilans mensuels pour essayer de faire un point sur qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien, vers quoi je tends, qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi, sur quoi je suis aligné, quelles sont mes valeurs. Et tu vois, cette année, par exemple, j'ai lancé un petit projet, ça s'appelle Snapshot, avec Slim, qui est un ami, un ancien invité du podcast. Et tous les mois,
on s'est fait une sorte de mastermind, un petit call, tu vois, d'1 heure où on partageait nos questionnements du moment et on les mettait en perspective par rapport aux vies, aux expériences de l'autre. Et tu vois, cette prise de recul, et en plus maintenant j'ai 12 mois comme ça d'épisodes, on va les publier sous forme de podcast pour les gens que ça intéresse, mais à la base c'était surtout pour nous. Et le fait de les réécouter, ça me permet aussi d'avoir justement un snapshot de tout ce cheminement, de la façon, parce que tu vois, la vie on parlait de cycle, la vie c'est un chemin. Souvent on a envie du tout de suite, d'atteindre directement notre objectif, alors qu'en réalité le sommet c'est juste la cerise sur le gâteau. Ce qui est important, c'est d'avancer sur notre trace, et cette trace, elle va être justement, on en revient à cette logique de sinuosidale. Ce chemin, il est sinueux, c'est plein d'expérimentations, de réflexions, on est tout le temps à la découverte en fait de soi-même, et toutes les expériences de vie qu'on a, les interactions avec autrui, les progressions professionnelles, personnelles, physiques, intellectuelles, elles nous rapprochent justement de cette compréhension et de cette complétude de nous-mêmes en tant qu'humains. Et donc le fait d'avoir comme ça ces petits snapshots à tous les mois et de réécouter tout ça, ça me montre ma progression personnelle par rapport à mes propres questionnements, et ça a été salvateur, parce que je m'aperçois que des questions que j'avais au mois de janvier, où j'étais en train d'essayer de trouver un juste équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma famille, mes passions, etc. Ben maintenant, c'est quelque chose que j'ai dépassé. Je l'ai dépassé parce que justement, j'ai pris le temps de m'interroger sur la question, de laisser tout ça processer, de me poser pour y réfléchir, et puis d'avancer sur mon chemin, d'expérimenter et de tester. Et donc du coup, je me demande, cette logique de gestion de cycle, est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'appliquer à tout le monde? Ah bah si, clairement. Mais nous, on a une chance, on l'a hormonalement. Naturellement. On y est invité hormonalement. Mais moi, je suis intimement persuadée que si on se laissait passer par ces différents états systématiquement, effectivement, ça serait plus simple. Mais effectivement, bah, tu vois, je fais le rapport avec la ménopause notamment, où moi, j'ai appris de certaines femmes, notamment d'Amérique du Sud, qu'on considère que à la ménopause, les femmes sont sages. Parce que une fois qu'elles ont eu toute leur vie cyclique, elles savent qu'il est important de passer par toutes ces étapes sans avoir besoin du support hormonal. Tu vois? Donc, effectivement, quelque part, toute personne qui aurait je dirais, l'humilité d'accepter toutes ces fluctuations-là. Et moi, je pense que c'est juste une question d'éducation, hein, parce que on peut tout à fait éduquer les jeunes garçons au fait qu'il y ait des fluctuations et que c'est normal, et à reconnaître les leurs chez eux. Parce que oui, pour moi, c'est la gestion idéale de tous les projets, et c'est surtout un peu l'assurance anti-burnout. Et quand on voit l'épidémie aujourd'hui qu'il y a de burnout, moi-même j'ai vécu un burnout parce que j'étais totalement inconsciente de ça et que je ne faisais que faire. Et aujourd'hui, j'ai des heures entières passées sur mon canapé, sous ma couette, enfin sous mon plaid. Et je sais qu'avant, c'était impossible, parce que moi, je viens d'une famille où si je posais mes fesses sur le canapé avant 20h30, ma mère me disait, il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'était, et donc je me jugeais. Je me souviens quand j'ai eu mon premier appart toute seule et que je faisais ça, je me disais, mais il faudrait que personne ne sache, quelque part. C'est le truc où il faudrait pas que je sois démasquée, de rester comme ça sur mon canapé en train de chiller, comme on dit maintenant. Alors maintenant ça se révèle un petit peu plus, les personnes en parlent un peu plus, mais il y a quand même toujours un peu ce truc de fainéantise qui plane, notamment quand on devient maman et qu'on dit qu'on n'a pas le temps de tout faire, et que pour autant on passe des heures dans son canapé. Mais moi, ces heures-là, c'est ces heures-là où j'ai choisi qu'est-ce que je fais dans ma boîte, j'ai pris mes grandes décisions, j'ai quelque part planifié et créé le futur, et où je continue à me poser des grandes questions. En fait, et puis à me ressourcer. Oui. Je pense qu'il y a une différence entre se dire bah tiens, je sais pas quoi faire là maintenant, est-ce que je vais traîner sur le canapé en regardant Netflix ou sortir un peu dehors. Voilà, tu vois, ça c'est un comportement plutôt passif qui pourrait donner l'impression justement de fainéantise. Et à l'inverse, tu peux aussi planifier dans une journée bien optimisée des plages qui sont dédiées à ce ressourcement, à ce retour à toi-même. Et tu disais que c'est là où notamment tu as pris les meilleures décisions pour ta boîte, mais ça m'étonne pas. Moi, j'ai souvent remarqué en tant qu'entrepreneur que quand je bloquais sur un problème, bah, c'est souvent pendant la promenade que je fais avec mon chien dehors que j'arrivais à trouver la solution. Donc et justement, tu vois, on en revient un petit peu à cette logique de
ondulatoire, qui est qu'on a besoin de périodes hyper high où on est à fond en productivité, etc. sur notre core business et sur les tâches qui font sens, et puis d'autres moments qui appellent à d'autres sens, à d'autres épanouissements. Donc ça peut être le sport, le fait de se détendre, de lire un livre, de passer du temps social avec des gens que t'aimes, de te connecter à la nature, de faire de la respiration, de la méditation. Et je pense que toutes nos journées devraient être un juste équilibre entre des périodes de stimulation intellectuelle intense, de relâchement intellectuel intense, de stimulation physique intense, de relâchement physique intense, etc. Tu vois, et qu'on ondule là-dedans, plutôt que de chercher à avoir une ligne droite tout en haut où on suroptimise tout pour réussir à faire un maximum de trucs. Et j'ai eu la chance de pas faire de burn-out, mais j'ai pendant la plupart de ma vie été justement sur cette linéarité très très haute, refusant toutes les presque tout et sacrifiant un tas de distractions. Bon, je regarde toujours peu la télé, mais tu vois, même des moments sociaux, etc. Que j'avais laissé de côté pour me consacrer à ce qui me semblait être le plus important et le plus productif. Et même en m'oubliant moi, parce que c'est important de vivre aussi, tout simplement, tu vois, d'être heureux dans sa vie, de faire des choses qui nous animent. Donc voilà, mais tout ça pour dire, pour conclure que ces moments de relâchement, ils peuvent être planifiés dans ta journée, et en fait, c'est pas ne rien faire, tu vois. T'es en train de faire quelque chose, t'es en train d'offrir un temps précieux à ton cerveau pour se relâcher. Alors oui, sauf que effectivement, moi j'entends ce que tu dis, planifier dans ta journée, et du coup moi ils vont plutôt être planifiés d'un point de vue effectivement menstruel, et encore pas forcément planifié, mais vécu. On peut en parler parce que c'est vraiment important pour moi, parce que je suis pas pour la planification menstruelle, mais plutôt pour le vécu, parce que justement, par exemple hier, alors que j'étais malade, hein, donc et ben pour autant j'étais en énergie haute et j'ai bossé absolument toute la journée non-stop. Alors quand je dis bosser, non, à un moment j'ai pris un temps pour faire un gâteau avec ma fille, mais j'étais dans l'action non-stop toute la journée hier. Et le seul moment où je me suis un petit peu relaxée, c'est que à 20h30, je suis allée marcher avec une copine. Mais toute la journée, sinon, avait été haut. Parce que c'était l'énergie du moment. Et donc, en fait, moi, pour pouvoir accepter qu'il y ait des moments où je vais être en énergie plus basse tout au long de la journée, il faut aussi que j'accepte d'être en énergie très haute à certaines journées. Parce que sinon, pour le coup, on vient encore une fois pirater la chose. C'est-à-dire, si moi, je me dis, il faut absolument que dans ma journée, j'ai des temps de repos, alors que c'est pas du tout ce que je ressens ce jour-là, mais finalement, je pirate encore la proposition qui m'est faite. Et moi, ce que j'ai compris, mon mental, et j'ai l'impression en t'écoutant, David, qu'il est aussi très présent chez toi, mon mental avait une grosse emprise sur ma façon de gérer les choses avant. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en revenant au vrai ressenti, là tout de suite, comment je me sens et qu'est-ce que je ressens, eh bien, il va y avoir des vraies journées d'accélération et des vraies journées de décélération. Et que c'est en acceptant ces fluctuations-là au quotidien que je vis mieux les choses que si je programmais mes journées. Donc ça, c'est déjà la première chose. Puis la deuxième, c'est pour moi, il est important quand je parle de cycle, de contrebalancer toujours avec la notion d'engagement. Parce qu'on va me dire, bah oui, mais du coup, ça veut dire que, et on me l'a déjà dit, ça veut dire que je ne peux pas faire certaines choses quand j'ai mes règles, par exemple, parce que je suis plus fatiguée, etc. Donc moi, je suis conférencière, j'arrive pas sur la scène quand j'ai mes règles en disant, bonjour, excusez-moi, alors je suis fatiguée aujourd'hui, donc ce que je vous propose, vous allez parler entre vous, et moi, je vais aller me reposer au fond de la salle. Tu vois, et puis je vais prendre mon cachet à la fin de la conférence. Non, a priori, je vais pas faire ça parce que déjà, ça répond pas à mes engagements. Quand je choisis de faire une conférence, c'est pour transmettre des choses. Et puis ça correspond pas non plus à mes valeurs. Mon idée, c'est que quand on a des engagements, on doit les respecter et le fonctionnement cyclique ne nous empêche absolument jamais de respecter, en tout cas selon moi, les engagements, sauf pathologie. Mais ça, c'est autre chose. Et c'est pas lié au fonctionnement cyclique, mais c'est lié à une pathologie. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que je vais pouvoir prendre des engagements et je vais les respecter. Et puis, il y a tout ce que j'appelle, moi, les interstices. C'est-à-dire tout le reste de notre vie qui n'est pas des engagements. Il y a des gros engagements de la journée. Par rapport, aujourd'hui, par exemple, on fait un podcast ensemble. C'est un engagement pour moi. Donc, il y a les gros engagements de la journée où je m'engage à être 100% au rendez-vous. Peut-être différemment, on pourra en parler après. Peut-être que si tu m'avais interviewé 2 semaines avant ou après, t'aurais pas eu le même résultat d'interview, mais pour autant, j'ai des engagements et je les réalise. Ensuite, il y a les interstices, c'est-à-dire tout le reste qui ne sont pas des engagements posés. Et donc, c'est là où je vais pouvoir activer à certains moments le mode service minimum, c'est-à-dire j'en fais le moins possible pour me reposer et me ressourcer au maximum, ou au contraire, le mode j'active tout parce que je suis à fond.
tu vois. Et puis des modes intermédiaires, hein, parce que c'est pas tout l'un ou tout l'autre, il y a aussi toute la palette de l'intermédiaire. Mais c'est dans ces moments hors engagement, parce que c'est super important pour moi de le dire, sinon on va à l'inverse de l'empowerment des femmes. Si je te dis, tu es bien pour intervenir en public quand tu es debout sur ta planche, donc à la période de l'ovulation, en creux, je suis en train de te dire, ça veut dire que les 3/4 du temps, t'es pas optimisé pour intervenir. Donc t'es pas optimisé pour faire ton métier les 3/4 du temps. Tu vois, ça me paraît complètement fou. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que je vais pas intervenir de la même façon. Et c'est sur ça que je m'appuie et c'est ça que je transmets, ce que j'appelle les ressources du cycle. C'est-à-dire que, par exemple, comme ressource, quand je suis posée sur ma planche, donc pendant mes règles, moi j'ai très peu de trac. Alors que le reste du temps, j'ai un trac de folie qui peut parfois même vraiment me dépasser. Alors que posée sur ma planche, j'ai l'impression d'être sur la lune, de regarder ma vie en bas et de me dire « Oh, tout va bien, il n'y a pas mort d'homme ». Ma phrase préférée quand je suis posée sur la planche, c'est « Il n'y a pas mort d'homme, on est d'accord, personne ne va mourir, on sauve pas les vies, tout va bien ». Il y a cette espèce de recul assez génial qui me fait prendre les choses un peu plus tranquillement et puis qui me fait aussi parler plus lentement. Ce qui fait que j'embarque une partie d'un auditoire différent de quand je parle plus vite, parce qu'il y a des gens qui apprécient cette énergie plus lente. Ensuite, quand je suis en prise d'élan, par exemple, justement, je vais parler plus lentement, je vais plus processer les choses. Donc, je vais arriver avec point 1, point 2, point 3, et ça va parler à certaines personnes, et ça va aussi embarquer à une certaine partie des gens. Et puis, quand je vais être debout sur ma planche, ça va être beaucoup plus dans l'interaction des regards. Je vais regarder quelle est l'énergie de la salle, je vais m'appuyer dessus, je vais rire avec eux, il va y avoir de l'humour, beaucoup plus d'échanges, etc. Il va y avoir un truc un peu comme ça dans l'interaction. Et puis, quand je suis dans le tube de la vague, je m'entends dire des trucs auxquels j'avais absolument pas pensé, où je me dis moi-même, waouh, pas con, parce que je crée des nouveaux concepts quelque part en parlant. Et tu vois, c'est ça que j'appelle les ressources. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour moi, on est toujours compétente pour tout faire à tout moment. Par contre, ce qu'on nous a pas appris à faire, c'est d'accepter de le faire de façon évolutive et changeante. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? Ouais, complètement. En plus, tu t'as anticipé la question que j'allais te poser parce que moi, tu vois, j'ai déjà rêvé de vivre en écoutant simplement mon instinct et mes sensations, tu vois, me lever quand j'ai envie de me lever, travailler de façon intense au moment où je le ressens, manger quand j'ai faim et puis me coucher quand je suis fatigué, tu vois, sans être vraiment lié ni à un agenda ni à des horaires et tout. Mais avec mon travail, c'est strictement impossible et du coup, j'allais te demander comment est-ce que tu fais pour planifier des choses et en même temps t'écouter? Parce que tu supposais que j'étais très dans le mental et dans la planification, ce qui est vrai parce que j'ai une vie un petit peu hyperactive et dans laquelle il y a beaucoup de choses et j'arrive à faire tout ça qu'en étant très bien organisé. Pour autant, j'ai réussi à trouver un équilibre malgré tout qui me permet de me sentir bien et du coup j'ai beaucoup évolué là-dessus d'ailleurs parce qu'avant j'avais pas vraiment d'équilibre, j'étais en recherche de cet équilibre et je m'aperçois que j'étais beaucoup moins apaisé. Et bref, mais donc quoi qu'il en soit, ça me semblait très difficile et donc c'est intéressant que tu précises justement que voilà, il y a ces interstices et c'est sur ces interstices que tu peux moduler ta charge cognitive, ta charge de travail. Et par ailleurs, l'idée c'est pas justement, j'allais te demander comment est-ce que tu fais pour là on est début octobre pour te dire j'accepte un podcast à ce moment-là, est-ce que je vais l'accepter 15 jours plus tard, etc. Mais comme tu dis très bien, en fait c'est surtout une connaissance, une compréhension de soi pour être capable de prendre des engagements, mais d'être conscient de la façon dont tu dois les gérer en fonction de tes ressources à ce moment donné. Et donc t'as parfaitement répondu, c'est très très intéressant. Et tu précises. Ouais, parce que juste pour répondre à cette question quand même, moi mon cycle il est irrégulier puisque j'ai une maladie du cycle, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques qui fait que mon cycle est irrégulier, donc imprévisible et mon agenda en général est booké aux alentours de 2-3 mois à l'avance. Donc je veux même pas espérer. Là tu vois, quand je top ce que j'arrive à repérer mon ovulation, donc je sais exactement combien de temps après je vais avoir mes règles. Donc moi, je sais que quand je chope les signes de mon ovulation, 15 jours exactement après, j'ai mes règles. Donc je me le note quand même sur mon agenda, juste pour me souvenir quand je vais rajouter des trucs supplémentaires pour dans 15 jours, que à ce moment-là, quand même, j'aurai un peu moins d'énergie. Mais du coup, je le note 15 jours à l'avance et parfois, quand je le note, il y a déjà plein de trucs dans l'agenda et il y aura rien qui va bouger. Mais c'est la façon de faire les choses aussi. C'est le fait, par exemple, tu vois, quand j'ai mes règles, je vais prendre plus de temps pour arriver à un rendez-vous. Alors que, par exemple, en prise d'élan, je sais que je vais arriver. Tant pis.
Alors One again. que voilà, je préfère prendre plus de temps, écouter un podcast tranquille dans la voiture, tu vois, donc c'est juste la façon de faire les choses et de s'imposer ou non, de faire, par exemple, d'aller à un cocktail après une conférence. Bah, je peux y aller et dire bonjour et puis repartir me coucher, ou je peux y aller et passer toute la soirée au cocktail, tu vois. Et c'est cette façon-là de gérer. Mais effectivement, moi, je planifie absolument rien, et je pense que ça serait fou d'imaginer que c'est positif pour les femmes de se mettre à planifier en fonction de leur cycle menstruel. Déjà parce qu'il est fluctuant, même pour les personnes qui n'ont pas de maladie comme la mienne, mais aussi parce que en fait, ça voudrait dire, encore une fois, que le mental reprend le contrôle. C'est-à-dire, il a compris que je dois être fatiguée à ce moment-là. Donc, je choisis que... Et en fait, en réalité, moi, ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir le premier jour de mes règles, une pêche d'enfer, et d'avoir ce jour-là mon coach sportif qui venait et lui dire « Non, mais vas-y, on y va à fond aujourd'hui, quoi ». Alors que si j'étais dans la planification mentale, etc., je lui dirais « Bah non, mais comme j'ai mes règles, je suis fatiguée, tout ça ». Et non, il y a des moments où j'ai mes règles et je suis pas fatiguée. Et c'est ça qui est important, c'est de vraiment pouvoir accueillir le mood du jour, parce que notre corps est tellement bien fait que dans les moments où il a besoin de se ressourcer, on va sentir beaucoup plus de fatigue. Et puis dans les moments où il en a pas besoin, on va ressentir moins, ou ça va durer moins longtemps. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a cette fluctuation tout au long du cycle. Quand bien même notre cycle, il est régulier, eh bien on va avoir parfois un jour, on va être posé sur notre planche, et parfois ça va durer 5 jours, 7 jours. Et ça, c'est imprévisible parce que ça dépend de nos besoins. Donc imaginer planifier, c'est créer une difficulté supplémentaire. Tu te rends compte de la charge mentale de taré. Déjà que on doit regarder si ça rentre dans la famille, si c'est pas les vacances de la petite, si machin, etc. Si en plus je dois me dire, alors attends, à quel moment du cycle je sais. Non mais ça devient une charge mentale complètement dingue. Et je sais que notamment aux États-Unis, c'est le truc à la mode en ce moment. Moi, ça me fait sauter au plafond parce que je me dis, mais à quel moment les femmes vont arrêter de vouloir planifier absolument tout, et surtout se rajouter des couches de charge mentale supplémentaires. Donc pour moi, ça, c'est contre-productif. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est chaque jour, et c'est ce que je fais, moi j'ai un petit magnète sur mon réfrigérateur dans la cuisine, et chaque jour, je me dis, waouh, ok, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui, juste pour prendre conscience de l'énergie, le mood du jour. Et puis par rapport à ça, ok, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Comment fonctionnent mes interstices ? Qu'est-ce que je peux mettre ? Est-ce que je planifie tout de suite une balade en marche rapide, ou est-ce qu'on verra, tu vois ? Et c'est tout ça qui se met après au milieu. Mais par contre, les engagements que j'ai pris, ils seront pris. Et parfois, ça veut aussi dire prendre un petit peu, moi c'est ce que j'aime bien cette image, je travaille dans la banque, mais c'est prendre un peu de crédit à la vie. C'est-à-dire que si mes engagements font qu'il n'y a pas d'interstice aujourd'hui dans ma journée, en fait je fais un crédit de repos ou de ressourcement. Et ce crédit de ressourcement, je sais qu'il va falloir que je le rembourse avec des intérêts à un autre moment. Donc ça veut dire que dès que je vois qu'il est possible de le rembourser, je vais faire l'effort de le rembourser quelque part, de façon à éviter d'avoir une dette proche de celle de la France, par exemple, à la fin de ma vie. Ouais, c'est hyper important ce que tu précises, parce qu'en plus d'un point de vue neurosciences, dans la biologie des croyances, on sait aujourd'hui, on voit l'effet placebo et l'effet nocebo, que si tu commences à te mettre dans la tête qu'à tel moment de ton cycle, t'es capable de rien, ça va être auto-réalisateur. Et donc tu te tires toi-même une balle dans le pied, alors que peut-être que si t'avais pas eu cette croyance ancrée à l'intérieur de toi, t'aurais passé une super journée. Donc je pense que c'est très important, outre la difficulté, comme tu l'as dit, la charge mentale de ouf, de réussir à faire coïncider ta vie professionnelle, tes engagements, ta famille, les vacances de l'un, de l'autre, etc. pour que ça tombe bien. C'est à s'en arracher les cheveux, à mon avis. Mais c'est vrai que imagine un truc, parce que moi ça me fait halluciner. Si tu penses que t'es capable de rien et que t'as ton bac par exemple ce jour-là. Non mais tu vois, c'est hallucinant. Alors que si tu penses que au contraire ce jour-là, en fait non, mais c'est génial, je vais avoir moins de stress, ou c'est génial, je vais avoir un esprit plus critique, ou c'est génial, je vais imaginer tout ce truc. Tout ça est positif pour passer son bac, tu vois. Alors que si je pense que je suis pas là, c'est pas le bon moment, je vais me ramasser. Et ça marche pareil. Imagine quelqu'un qui s'est entraîné pendant 15 ans, 20 ans pour faire les Jeux Olympiques. Et ce jour-là, ça tombe la période où elle pense qu'elle est pas la bonne personne. Mais tu te rends compte ou pas? On pirate tout en faisant ça, en fait. C'est un drame. Donc pour moi, en plus c'est faux. C'est faux. Je travaille avec des chercheurs, j'échange avec eux, etc. C'est faux. Il n'y a pas de perte ni cognitive ni physique en fonction des périodes. Il y a des façons dont on l'appréhende qui sont différentes. Il y a des façons de le gérer différentes. Mais il n'y a pas de perte réelle. On n'est pas moins intelligente. On n'a pas le cerveau d'un poisson rouge pendant 2 jours. C'est pas vrai tout ça. Ça, c'est des croyances pour le coup qu'on se crée.
Mais le conseil fondamental que tu partages et qui est autant applicable aux hommes qu'aux femmes et que malheureusement on n'apprend pas à l'école, qui est justement d'apprendre à gérer un peu ses émotions, c'est s'écouter soi-même. Là, comme tu disais très bien, le matin, je me demande dans quel état de forme je suis aujourd'hui, comment je me sens. Se poser la question tout simplement de comment je me sens, c'est un truc, enfin en tout cas moi, c'est une question que je me pose jamais. Comme je te le disais, tu vois, je suis en mode bulldozer, je me lève le matin, paf, et je suis plus en mode combat qu'en mode écoute de mes émotions, alors que c'est fondamental de savoir comment on fonctionne. Dans l'approche BMO, c'est une formation sur les neurosciences. On apprend un petit peu tous les facteurs de déclenchement des comportements humains. Donc en gros, tel comportement, il est drivé par le fait d'obtenir de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, de l'ocytocine, ou à l'inverse, d'éviter la production de noradrénaline ou de cortisol. Bon, je résume très très grossièrement, mais en gros, c'est ça l'idée. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que l'application ensuite de cette inéquation décisionnelle, c'est de comprendre mieux les comportements humains des autres, mais c'est aussi de mieux comprendre comment nous on fonctionne. Et donc il propose notamment, à chaque fois qu'on a une émotion négative, de la colère, etc., d'essayer de voir ce qui se joue derrière. Et c'est quelque chose de tout con, mais rien qu'en se posant cette question-là et en creusant un petit peu nos émotions négatives, la colère, la peur, la tristesse, etc., et ben on apprend à mieux se connaître. Et en faisant ce travail-là, on s'aperçoit que, moi tu vois, j'ai 31 ans, ben je m'aperçois que j'ai jamais appris à me connaître. J'ai jamais appris à m'observer, à observer comment je fonctionne, à observer. Et d'ailleurs, là, je le montrais sur les émotions négatives parce qu'en général, elles sont plus saillantes. Donc, c'est plus facile d'y prêter attention et de les analyser. Mais c'est aussi important après de le faire sur les émotions positives, de voir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Tu vois, quand j'enregistre un podcast comme ça avec toi, je me sens en joie, je me sens en énergie, je me sens aligné avec moi-même. Et après, ça me donne une énergie saine et durable pour toute la journée. Mais il y a d'autres choses que je fais et qui parfois occupent qui occupait une grosse majorité de mon temps et qui pour autant m'apportait rien de positif. Je le faisais parce que je devais le faire, mais est-ce que ça résonnait avec ce qui me met en joie et peut-être ma zone de génie entre guillemets? Bah non, pas du tout. Et donc voilà, je pense que essayer de s'observer un petit peu, de s'analyser, de comprendre comment on fonctionne, qu'on soit un homme ou une femme, ça nous permet d'une part de mieux gérer nos émotions, mais aussi de faire avancer notre chemin dans la direction qui est la plus en adéquation avec nous-mêmes et ce qui nous fait vibrer. Et ouais, d'ailleurs, on en revient encore au cycle de la naissance à la mort. Tu vois, ça c'est aussi un grand cycle. Et tu vois, j'ai ma fille qui commence à grandir et qui est dans une phase d'exploration du monde et aussi de mimétisme. Elle va, si je fais quelque chose, elle va vouloir faire la même chose. Si je me suspends à une barre, elle va essayer de se suspendre. Et d'ailleurs, j'ai découvert avec surprise qu'elle arrivait à tenir suspendue à une barre alors qu'elle a 22 mois pendant une vingtaine de secondes sans tomber par terre, ce que beaucoup d'adultes n'arrivent pas à faire. Mais soit c'est la parenthèse. Puis on grandit, il y a plein de phases dans la vie, tu vois, c'est hyper fluctuant, tu grandis, il y a l'adolescence, etc. Quand t'as 18 ans, t'as énormément de relations sociales qui sont extrêmement variées, mais en général peu profondes, parce que tu sais pas encore qui tu es, tu vois, tu es à la découverte de toi-même, et du coup tu essaies de multiplier des interactions, des expériences de vie pour te découvrir et pour t'affirmer en tant que personne. Et là maintenant je suis à un autre stade, j'ai 30 ans, et j'ai moins de relations sociales, mais qui sont beaucoup plus profondes, parce que je sais mieux qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, et je sais ce qui me fait vibrer, et donc j'ai mis en place un cercle social qui répond à la personne que je suis devenue. Et je pense que je vais continuer sur ce chemin d'exploration et de découverte du potentiel humain, de mon propre potentiel, qu'il soit physique, intellectuel, spirituel, philosophique, pendant peut-être toute une partie de ma vie. Et puis arrive l'âge de la retraite. Et là, peut-être que c'est une période. Enfin, quand je dis la retraite, c'est pas forcément la retraite du point de vue professionnel, mais la phase suivante de la vie, où là, peut-être que mon objectif, ça sera plus de multiplier les expériences de vie et l'exploration du monde, mais peut-être plus de transmettre et de partager ce que j'ai découvert au cours de ma vie, tu vois. Et donc il y a une logique de transmission qui est aussi magnifique. Aujourd'hui, tu vois, on voit dans le fait d'être âgé que les côtés négatifs, la limitation physique, la limitation intellectuelle, le fait d'être isolé chez soi, etc. Tu vois, on voit des gens qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et qui attendent la mort, qu'on repousse sans cesse grâce à la médecine. Il y a quand même une stat qui est incroyable, c'est que l'expérience de vie moyenne, elle est quoi, à 82 ans, alors que l'expérience de vie en bonne santé, elle est à 65 ans. Bon, pour la parenthèse, j'estime, et c'est un des objectifs de ce podcast, qu'on peut
faire coller l'espérance de vie en bonne santé avec l'espérance de vie réelle en faisant des bons choix dans sa vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une période qui est vue très très négativement, alors qu'elle est magnifique aussi et qu'elle a un rôle de transmission. Tu vois, moi je m'imagine avec mes petits enfants raconter le jour où j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, partir avec eux marcher en forêt et cueillir des champignons. Enfin, tu vois, il y a des choses qui, à chaque âge, il y a des choses magnifiques à vivre. Et voilà. Et je pense qu'il faut accepter. Encore une fois, tu vois, je pense que c'est mal vu parce qu'on a cette logique hyper linéaire de se dire qu'on doit être au top de notre performance tout le temps et être toujours dans la croissance, alors qu'il y a un moment où peut-être que le temps est venu de faire les choses différemment. Ce qui est intéressant dans la notion de au top de la performance, comme tu disais, c'est que étrangement dans les sociétés qui fonctionnent encore, je dirais, sur des modèles ancestraux, les anciens sont justement des personnes à qui on se réfère pour pouvoir créer le monde, pour pouvoir le penser, le réfléchir, parce que justement ils ont ce recul sur la vie, ce recul sur l'action. Ils sont plus posés, ils ont plus le temps d'échanger, de parler, de réfléchir. Ils sont en retrait de l'action. Et c'est vraiment ça, en fait, toute la notion de cycle. Pour moi, c'est le cycle en général qui me passionne, parce que penser qu'il y a des moments du cycle, que ce soit le cycle menstruel, le cycle de la vie, le cycle des saisons. D'ailleurs, on pourrait en parler avec l'hiver aujourd'hui dans notre société qui est quand même très très mal menée, c'est le cas de le dire. Penser qu'il y a des moments du cycle qui sont négatifs et d'autres qui sont positifs, c'est oublier que le cycle lui-même est un processus parfait. Et que c'est cette perfection nécessite de passer par toutes les étapes. Et vouloir en évincer certaines ou en mettre de côté certaines, eh bien c'est aussi arriver dans un fonctionnement dysfonctionnel, clairement. Et on le voit dans notre société. Je pense que si aujourd'hui on prenait le temps d'écouter les anciens, de vraiment plus voir quelles seraient leurs décisions à eux, etc., je pense qu'il y a plein de décisions qui ne se prendraient pas comme elles se prennent aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment fou qu'on ait pu vouloir s'exonérer à ce point de ce fonctionnement cyclique, de ces changements tout au long de la vie. Et c'est complètement normal d'avoir beaucoup plus d'énergie à 20 ans qu'à 75. Et pour autant, on peut tout à fait contribuer au monde, je dirais à même hauteur à 20 ans qu'à 75, sauf que ça va pas être de la même façon. Et c'est exactement ce que je te disais avec les ressources tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à 20 ans, ça va peut-être être plus volubile, plus d'action, plus de muscles, plus de voilà, et à 75 peut-être dans quelque chose de plus reposé, mais qui va permettre la planification, le recul, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu. Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les hommes avec un grand H, les humains, n'ont pas envie de reconnaître quelque part qu'ils sont intégrés dans la nature. C'est comme si on avait voulu, tu vois, s'exonérer du truc. Tout à fait. Et que quelque part, les personnes vieillissantes, comme les personnes cycliques qui l'assument, comme toutes ces personnes-là qui remontrent quelque part l'humanité, remontrent que l'animalité de l'être humain, dérange certains, et donc on n'a pas envie de les voir. Et c'est pour ça qu'on rabaisse beaucoup les femmes de leur cycle menstruel. Enfin, tu vois, il y a quand même énormément de réflexions négatives qui sont mises autour de ça. Il faut savoir qu'au début, c'était une des raisons pour lesquelles on n'a pas envoyé de femmes dans les explorations, que ce soit les grandes explorations en bateau ou que ce soit ensuite les explorations dans l'espace, parce qu'on disait non mais elle varie trop, on peut pas gérer quoi. C'est dingue parce que en réalité c'est hyper prévisible la façon dont on fluctue, et si on apprend à se connaître, c'est complètement gérable. Et étrangement, les hommes qui n'ont pas ce soutien-là hormonal sont plus imprévisibles et potentiellement plus fluctuants dans le quotidien. Donc c'est intéressant de se rendre compte que voilà, c'est comme si on voulait s'exonérer d'un truc et puis mettre de côté tout ce qui nous rappelle notre animalité, alors que cette animalité, elle est d'une puissance complètement dingue. Et je pense que la civilisation va pas bien aussi parce que on a exonéré des personnes de la société, on les a sortis, tu vois, en disant ceux-là ils sont plus intéressants. Et à mon sens, tout ça va dans la même dynamique de ne pas vouloir se souvenir que la fluctuation est intéressante. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage complètement ce point de vue de négation de notre nature animale, d'animal humain. Et tu vois, on fait des buildings de plus en plus haut pour s'extraire le plus possible de la nature. On s'enferme dans des boîtes, on passe notre journée enfermé dans des boîtes, à passer de notre maison à la voiture, au bureau, etc. Et on nie complètement notre appartenance au monde naturel et même la place de la mort est quelque chose d'extrêmement tabou, parce que on peut pas supporter le fait que quelque chose, un humain aussi intelligent que nous, puisse n'avoir d'autre sens que de finir
que de mourir et qu'il n'y ait rien d'autre après. Donc ça, encore une fois, ça dépend des croyances spirituelles, etc. Et je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais tu vois quand même que la place de la mort dans nos sociétés, elle est complètement absente. On y est complètement fermé, que ce soit celle des animaux d'ailleurs. On achète de la viande cellophanée dans les grandes surfaces et on n'est jamais confronté à l'animal lui-même qui doit mourir pour ça. Et puis la mort des humains, c'est pareil, elle est complètement cachée et c'est un tabou, tu vois. C'est même un sujet angoissant dont on n'aime pas parler. Enfin et donc ça alors que la mort dans le monde naturel et animal, elle fait partie de la vie, tu vois. Et donc la biche, quand elle se promène dans la forêt, eh ben chaque jour, elle se dit que peut-être, enfin, elle se dit peut-être pas, mais chaque jour, elle sait que peut-être, elle a la conscience que peut-être elle peut mourir, et ça modifie aussi toute son expérience de vie. C'est intéressant que tu parles de la mort, juste David, c'est que ouais, en fait, le cycle menstruel pour moi est un super outil quand on le vit en conscience pour accepter justement cette notion de mort, parce qu'en fait, quelque part, chaque cycle, il y a un renouveau, chaque cycle, il y a un deuil à faire, d'abandonner le cycle qui s'est présenté et de repartir sur un autre. Et ça peut être très aidant, moi je l'ai vécu avec la mort de proches, d'avoir cette conscience cyclique quand on vit un deuil, parce que ça va nous accompagner. Et c'est ce qui va aussi nous permettre d'arrêter la culpabilité des moments où on n'y pense plus. Parce qu'on est dans l'action, parce qu'on fait plein de choses, parce qu'on a d'autres moments qui sont des vrais moments de recueillement. Et ça, le cycle menstruel nous invite naturellement à ça. Moi, je me suis même posé la question de savoir si, quelque part, par rapport à justement au deuil infantile qui pouvait y avoir, notamment, au deuil périnataux qui pouvait y avoir à répétition, potentiellement dans les temps anciens, le cycle menstruel n'avait pas été quelque part fabriqué aussi pour nous aider à les passer et à survivre à ça. Parce que c'est vraiment le fonctionnement du cycle, c'est de nous faire passer par toutes les étapes du deuil aussi, assez naturellement, et on y est entraîné depuis nos 12 ans en moyenne, qui est le début de notre cycle menstruel, de façon à... Et je me demande si ça rend pas les femmes plus résilientes quelque part. Ouais, c'est une forme de métaphore de la vie. Le cycle permet de donner la vie et en même temps de comprendre la mort. C'est assez beau comme vision. Sur un sujet peut-être moins philosophique, mais c'est parce que je sais que tu as un impératif à 10h30 et j'ai encore quelques questions de fin après. Donc j'aimerais quand même qu'on évoque rapidement le sujet des saisons que je trouve extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y a un grand athlète qui s'appelle Ross Edgley que j'ai découvert grâce à mon ami Jean-Baptiste Bourgeois et qui s'entraîne justement en fonction des saisons, tu vois. Et donc il a un entraînement différent. Je crois qu'en hiver il fait notamment beaucoup plus de force, etc. Tandis que l'été il est beaucoup plus sur des sports d'endurance. Et donc il a cyclé comme ça son entraînement et même son alimentation. D'ailleurs l'alimentation, pour la parenthèse, historiquement on avait une alimentation qui était fluctuante au cours des saisons pour deux raisons principales. La première, c'est que les ressources étaient différentes physiquement, au fur et à mesure des saisons. Et puis la seconde, c'est que du coup, on avait besoin de construire de la graisse, etc., pour passer l'hiver, parce qu'on n'avait pas de chauffage et de température toujours à 24 degrés à l'époque. Et à l'inverse, en été, on avait plutôt tendance à brûler cette graisse parce que on était en phase d'exploration, de découverte du monde, justement de chasse pour réussir à créer nos ressources et nos ressources de côté pour l'hiver. Donc tu vois, il y avait toute cette logique qui changeait l'expression de notre physicalité, mais aussi notre alimentation et même notre poids corporel. Comment est-ce que toi tu vois justement ce cycle des saisons et comment est-ce que tu le vis justement annuellement? Donc moi je suis très connectée effectivement au cycle des saisons. D'ailleurs c'est pour ça que il y a une métaphore du cycle qui consiste à dire voilà, je suis dans l'été de mon cycle ou dans l'hiver de mon cycle, parce que ça fonctionne très très bien, parce qu'en fait tous les cycles sont exactement les mêmes et sont construits sur les mêmes. Donc si cette métaphore vous parle plus, vous qui nous écoutez, utilisez-la. Après moi j'ai choisi d'utiliser celle du surf parce que justement je suis tellement connectée au cycle des saisons que ça devenait compliqué pour moi d'être dans l'automne de mon cycle, en été de ma saison. Je trouvais ça trop compliqué. Donc en fait je me suis dit non, on va sortir de cette métaphore-là, et le surf me parle plus pour le cycle menstruel, et du coup je me récupère les saisons juste pour les saisons, parce que pour moi c'est essentiel. De la même façon, vraiment les énergies changent énormément si on les regarde. Et dans notre société où on finit l'année bien souvent en décembre, quand je dis finir l'année, c'est d'un point de vue chiffre, commercial, etc. On fait les comptes, on calcule en décembre. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que on en met un gros coup pour finir l'année en beauté. On en met un gros coup pour redémarrer l'année en beauté, comme on le dit, d'un point de vue entreprise.
Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne s'arrête pas, on ne décélère plus. Et tu vois, j'en ai parlé la semaine dernière aux surfeuses qui suivent nos programmes, parce qu'on fait des lives tous les mois. Et je leur disais, mais vous vous rendez compte qu'on a passé l'équinoxe? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de nuits que de jours dans une journée. Ce qui devrait nous inviter au repos. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière. Mais en réalité, il y a plus de nuits que de jours dans une journée. Donc, on devrait avoir plus de repos dans notre journée. Et c'est pas ce qu'on fait parce que on a Edison qui nous a gentiment inventé l'électricité. Je vais pas m'en plaindre, je suis contente. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'échanger à distance comme on le fait et puis plein d'autres choses. Mais pour autant, eh bien, on pirate le processus qui consistait, dans les familles d'antan, à se retrouver autour du feu, à lire une histoire et puis à s'endormir finalement très tôt, à se réveiller assez tard pour refaire les travaux de la journée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est majoritairement en dette de sommeil, et notamment, pour rebondir sur le sujet qui m'intéresse, sur le cycle menstruel, eh bien, cette dette de sommeil va créer du stress, des problèmes hormonaux, et va faire que notre vie va moins bien se passer. En réalité. Donc, je dis pas qu'il faut absolument dormir 12 heures par jour aujourd'hui et plus après, mais je dis que c'est intéressant de voir comment la nature décélère, comment pour autant elle va être très très productive l'année suivante, et donc cette décélération sert la productivité. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, nous, on considère que la décélération sert l'improductivité. Et je pense que c'est se planter. Alors moi, j'ai fait le contraire cette année. Par exemple, j'ai eu une difficulté au niveau de mon entreprise, et cet été, j'avais l'impression que le projet entreprise était clairement posé sur sa planche, donc dans son hiver, on va dire. Eh bien, je l'ai vraiment lâché. Et cet été, j'ai tout lâché et j'ai laissé les choses atterrir quelque part pour permettre derrière de redémarrer. Dans ma vie d'humaine, l'idéal c'est de faire ça l'hiver. Alors cette année, ça va être la première année où je vais vraiment tenter de le faire parce que jusqu'alors, j'ai des projets qui se carambolent et j'arrive en hiver en me disant non, je voudrais prendre du recul, mais je le fais pas. Et donc je suis très consciente en disant ça que je suis pas en train de donner des leçons, mais je pense que c'est intéressant. Ça fait 3-4 ans que je le fais en conscience et que du coup je le vis très différemment des années qui précèdent où je le faisais en totale inconscience. De se rendre compte que, oui, l'hiver, on est aussi invité à décélérer. Et alors, quand on est en hiver et posé sur notre planche, on est souvent très invité à décélérer. Et c'est des moments où on peut être en forte lutte contre soi quand on est cyclique et quand on a ce fonctionnement menstruel. Ah, c'est Est-ce que hyper ça intéressant. répond à ta question? Non, c'est hyper intéressant. Et ce que tu dis par rapport au rythme circadien, donc à la durée de nuit qui augmente en hiver par rapport à l'été et à l'impact sur le sommeil. D'ailleurs, moi, je remarque que de manière générale, naturellement, l'été, je vais me réveiller vers 5h, 5h45, 5h30, alors qu'en hiver, parfois, je me réveille à 6h30, tu vois. Naturellement, je me réveille en général toujours sans réveil, enfin pas en général toujours sans réveil. Donc voilà, donc il y a une augmentation du temps de repos la nuit qui est clairement plus importante, qui suit pas pour autant complètement les cycles du soleil quand même. Je dors un peu moins que la nuit réelle, mais je me dis, tu vois, peut-être qu'à l'époque, je reviens à cette notion de froid, l'environnement était quand même beaucoup plus dur. Je sais pas, tu vois, si on dormait dans une grotte, même si on avait des fourrures, etc., l'air extérieur, il faisait peut-être 10 degrés ou 8 degrés, donc beaucoup plus froid. Et pendant la journée, si on allait promener un petit peu dehors, c'est pareil, on avait petite isolation thermique mais quand même moins importante, on était en mouvement peut-être beaucoup plus aussi, et donc je me dis que tout ça c'est stressant pour le système, pour nos systèmes, pour notre physiologie, et donc on avait peut-être besoin de plus de sommeil quand on vivait réellement, tu vois, dans la nature qu'aujourd'hui. Et à l'inverse, en été, c'était des conditions qui étaient beaucoup plus favorables et qui étaient qui se prêtaient beaucoup plus à l'exubérance et au fait de sortir et d'avoir de longues journées, quoi. C'est vrai qu'on regarde même les enfants, moi je regarde ma fille, on a beaucoup plus de mal à la coucher tôt en été qu'en hiver où en fait ça se passe bien, quoi. Elle voit que dehors il fait nuit et que ça va être le moment d'aller se coucher, quoi. Mais justement, est-ce que tu as des conseils à me donner à donner aux parents de manière générale et puis à moi en tant que père pour ma fille? Alors les premiers conseils que j'ai envie de donner, c'est de parler de cette notion de cyclicité, de ces fluctuations, de ces changements le plus tôt possible, en fait, que ça fasse partie du quotidien. Parce que moi, j'ai eu un quotidien dans lequel, et j'aime ma maman de tout mon cœur, mais je voyais une maman linéaire au possible, et toutes ces fluctuations qu'elle pouvait vivre, en fait, elle faisait en sorte de les masquer parce que pour elle, c'était ça, être une bonne maman. Et en fait, moi, arrivée à l'âge adulte, je me souviens avoir dit à ma psy, mais j'y arriverai jamais, je suis pas du tout comme ma mère, je suis pas comme ça toujours au top.
Donc voilà, c'est pour dire que ça peut coûter des années de psy. Moi, je conseille aux parents parfaits d'ouvrir tout de suite un plan d'épargne psy pour leurs gamins. Parce que ça va coûter très très cher. Donc, abandonner la perfection au profit de l'humanité et de parler ce qu'on vit, je pense que c'est assez essentiel. Moi, c'est comme ça que quand j'ai mes règles, c'est souvent ma fille qui nous fait une pizza le soir et que moi, je suis tranquillement en train de la regarder en attendant de l'enfourner, parce qu'elle n'a pas encore l'âge de l'enfourner toute seule dans le four chaud. Mais donc, il y a quelque part cette notion de compréhension que les énergies varient, que ça fluctue. Et elle-même, elle a son petit magnète aussi de cette petite surfeuse et elle se pose la question chaque jour avec moi de dans quelle énergie elle se sent elle-même aujourd'hui. Alors c'est vrai que elle est souvent en prise d'élan, mais pour autant, c'est intéressant qu'elle puisse se poser cette question et je trouve que c'est intéressant de le proposer aux enfants le plus jeune possible. Ensuite, les petites informations que je peux donner, on s'est rendu compte à Kiffe ton cycle que souvent on a envie de parler à nos filles des règles vers 11 ans et demi parce qu'on se dit ça va pas tarder. Et en fait, on se prend un mur dans la tête avec une jeune fille qui va nous dire non mais no way, c'est trop la honte que tu me parles de ça. Je ne veux pas t'entendre parler de ça avec leurs mots à eux, je les connais pas, mais en gros c'est une fin de non-recevoir. Et ce qu'on a découvert à Kiffe ton cycle, c'est que quand on parle cycle menstruel vraiment en profondeur avec tous les éléments, etc., à partir de 8-9 ans, qu'on continue à saupoudrer de ça vers 10 ans, en fait les enfants ont toutes les informations qu'il leur faut. Parce que on ne sait pas pourquoi, je pense qu'il y a une décharge hormonale qui se passe juste avant justement l'arrivée des règles, qui fait l'éloignement avec les parents et qui fait qu'ils ont plus envie de nous entendre parler de ça. Donc le conseil que je peux donner, c'est de pas attendre le moment où on se dit ça va arriver pour en parler, mais bien de mettre ça quelque part naturellement dans les discussions du quotidien avec de plus en plus d'informations qu'on a envie de transmettre. Et puis la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que souvent, comme on vit le phénomène, on se dit c'est bon, je sais de quoi en parler, etc. Mais en fait, on se rend compte que, nous, on se rend compte, c'est que à Kiffe ton cycle, c'est que la transmission qui nous a été faite par nos parents, elle est finalement très très faible. Ça se résume en général à tu vas saigner tous les mois. Si t'as mal, viens chercher des médicaments et voilà les protections que tu peux utiliser. Et en fait, quand on a donné ça, on a l'impression d'avoir transmis les informations sur le cycle. Et non. En réalité, il y a énormément d'autres choses qu'on peut transmettre à un enfant, comme justement ces fluctuations d'humeur et d'énergie, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment on apprend à repérer notre ovulation, comment on apprend à savoir si notre cycle est en santé, parce que je considère aussi le cycle comme un lanceur d'alerte de l'état dans lequel on est. Et donc, un cycle en santé est souvent le révélateur d'un corps en santé. Tu l'as dit tout à l'heure, nos cellules ont 2 lettres de mission, survivre et se reproduire. Mais si la fonction de reproduction, elle est en carafe, ça veut dire que le corps galère, en fait. Donc, apprendre à savoir comment je sais si mon cycle est en santé, comment je repère mon ovulation, comment je sais m'auto-accompagner là-dedans. Pour moi, c'est des choses qu'on devrait apprendre dès les premiers cycles à toutes nos jeunes filles, parce que ça, derrière, c'est pour toute la vie. Que on est autonome avec ça, que le jour où on a envie d'avoir un enfant, on sait quelle est la meilleure période pour le faire, qu'on se connaît en fait, tout simplement. Ouais, c'est très très intéressant. J'aime bien cette phrase qui dit que pour tendre vers la performance, il faut d'abord que nos besoins physiologiques et notre sécurité soient assurés. Que la survie, tu vois, le concept de survie soit assuré. Et donc là, dans ce contexte-là, la performance, c'est justement la reproduction. Donc si tu as des problèmes dans ton cycle, c'est peut-être un signal justement que les bases fondamentales de ton socle, tu vois, de vie, donc ta survie, est pas totalement bien équilibrée. Et d'ailleurs, dans ce contexte, est-ce que toi, tu as des routines ou des hacks que tu utilises un petit peu tous les jours et qui te permettent d'être plus en forme, mieux dans ta vie, dans ton cœur, dans ta peau? Alors j'ai une routine que tu vas trouver étrange, mais tant pis, je la pose parce que pour moi c'est vraiment le truc qui est devenu drôle, c'est de regarder dans le fond de ma culotte ou sur le papier toilette quand je m'essuie pour savoir la texture de ma glaire cervicale. Parce que ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis dans mon cycle. Alors ça peut paraître drôle comme ça, mais franchement ça devient un jeu. Le but étant de repérer les moments où il va y avoir cet aspect très très glissant. Alors ça tu le vivras pas, mais il y a des moments, je l'ai dit, ça glisse. Moi j'appelle ça l'effet patinoire. Et de repérer ça me permet de repérer mon ovulation et ensuite de savoir où j'en suis dans mon cycle. Donc ça fait vraiment partie de mes routines. Après je dirais oui, se poser cette question chaque jour. Dans quelle énergie je me sens aujourd'hui? Pour moi c'est une routine. Marcher le plus souvent possible. J'ai découvert que l'activité de la marche
était vraiment quelque chose qui m'apportait énormément. J'ai un coach sportif qui vient une fois par semaine, donc j'essaye de faire du sport un petit peu entre les, mais au moins une fois par semaine, j'ai ce coach sportif qui vient. Et puis après, comme justement, c'est exactement ce que tu disais, moi j'ai une maladie chronique du cycle, donc le syndrome des ovaires polykystiques qui crée plusieurs désagréments chez moi. J'ai une alimentation sur laquelle je fais très très attention, alors, pas tout le temps, pas de façon rigide, mais malgré tout assez attention à éviter les pics de glycémie, de façon, puisque j'ai une résistance à l'insuline, de façon à éviter la fatigue qui est générée par ça. Mais ceci dit, je pense que ça pourrait servir à tout le monde en fait. Oui, je pense que globalement dans nos sociétés, on mange beaucoup trop de glucides et on aurait tous intérêt à tendre vers une approche peut-être un petit peu plus low carb. Même si évidemment c'est individualisé en fonction du contexte, de l'environnement, de la quantité de sport qu'on fait, de notre spécificité génétique, des maladies qu'on peut avoir, etc. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais de transmission aux enfants, notamment liés au cycle, pour qu'elles comprennent comment tout ça fonctionne et qu'est-ce qui se joue en fait en termes hormonal, mais même en termes philosophiques, etc. Et je pense que cette réflexion-là, elle peut être ouverte à un petit peu, enfin moi qui suis passionné par le fonctionnement du corps humain, juste en expliquant un petit peu comment fonctionne le système immunitaire, le système respiratoire, le système digestif, et donc le système endocrinien évidemment. On peut beaucoup plus facilement comprendre comment mieux vivre en adéquation avec la machine merveilleuse qui nous a été donnée. Et je pense que c'est quelque chose qui est trop absent de l'éducation, de l'école, et qui pour autant a des conséquences pour tout le reste de notre vie, parce que notre corps, il va nous suivre jusqu'à notre mort. La gestion de nos émotions et le fait d'être en santé, d'être en joie, etc. C'est fondamental. Et donc je pense qu'on peut extrapoler, tu vois, cette transmission de façon simple, simplifiée, mais un petit peu tous les périmètres du corps. Je te suis à 100%. Après, ce qui est intéressant, c'est que si on part du cycle, on peut les explorer tous. Par exemple, il y a une période du cycle où on a une immunité plus faible. Tu vois ? Donc, la période prémenstruelle, la progestérone fait baisser notre immunité, puisque en fait, c'est une période qui prépare à la grossesse, et comme un bébé, c'est à moitié nous et à moitié pas nous. Pour éviter de l'éjecter, on va baisser notre taux d'immunité, et c'est ce qui va nous rendre aussi très fortes pour faire du ménage. Tu vois, donc en fait, remettre tout en perspective, c'est super intéressant. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on fait le ménage dans cette période-là, la période du tube de la vague, en râlant sur les gens autour de nous. Mais quand on comprend que c'est juste mon immunité qui a baissé, et que du coup, la moisissure qui était déjà là la semaine dernière, que moi-même je n'avais pas vue la semaine dernière, je la vois fortement parce que mon corps est prévu pour ça, j'arrête de hurler sur tout le monde, et je considère que c'est plutôt une aubaine de la repérer, parce qu'au moins je vais pouvoir l'enlever. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du cycle, on va pouvoir vraiment adresser tout. On va pouvoir adresser le stress, on va pouvoir adresser la glycémie, on va pouvoir adresser l'immunité, on va pouvoir adresser plein de choses. Donc c'est un point de départ qui est super intéressant. C'est passionnant. Et je sais que t'aimes pas trop planifier, mais est-ce que tu aurais 3 rêves, 3 projets, 3 objectifs que t'aimerais réaliser dans les mois, les années à venir, ou même avant ta mort, tu vois, est-ce que t'as une petite bucket list de choses qui te tiennent à cœur? Ah ouais, j'ai une bucket list. Mais alors c'est drôle parce que mes amis me disent, toi t'as la bucket list des trucs simples. Mais alors pas que, mais dans le sens où c'est des petites choses du quotidien. Mais dans ma bucket list, là, le prochain que je voudrais vraiment cocher, mais pour l'instant je l'ai pas fait, c'est d'aller manger des oursins. Ah ouais, c'est marrant. C'est vrai que bon. Donc voilà. Ensuite il y a d'aller sur le rift médio-océanien. Et donc ça, en fait, le seul endroit. Comment? Pour surfer? Non, pas du tout. Non, le rift médio-océanien, c'est vraiment cet endroit où il y a les deux planches, deux plaques tectoniques qui se rejoignent en fait, qui sont en train de s'écarter d'ailleurs parce que c'est le rift. Et le seul endroit où il affleure dans le monde, c'est en Islande. Donc voilà, je rêve d'aller mettre une fesse de chaque côté du rift médio-océanien. Voilà, j'ai des rêves assez. Et puis en troisième, tu vas en ai 3, mais ouais, j'ai une liste qui est écrite et qui est sur mon Asana et que je peux aller cocher quand je fais quelque chose. Et en troisième, il y a de passer au journal de 20 heures, mais pour parler du cycle menstruel, parce que je voudrais pas y passer pour un fait divers ou parce que je suis dans une boîte, mais juste pour pouvoir parler du cycle menstruel. Donc voilà, je lance un appel, ça fait partie de ma bucket list. Écoute, sait-on jamais si un des auditeurs travaille chez une grande chaîne de télévision, tu es ouverte aux propositions. Et je pense que tu as des choses passionnantes à partager, donc ça serait un cadeau à l'humanité.
Justement, de façon à plus petite échelle, si tu peux déjà influencer les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un petit défi à leur donner pour les 15 jours à venir, quelque chose qu'ils pourraient faire et qui leur permettrait de progresser dans leur vie, tu vois, une mini-habitude qu'ils pourraient mettre en œuvre? Et ben, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre chaque jour le temps de vous demander dans quelle énergie vous vous sentez aujourd'hui. Ok, le matin au réveil. Ouais, le matin, pas forcément au réveil quand on ouvre les yeux, parce qu'il faut quand même le temps que tu sois réveillé un peu pour savoir, hein, parce que si je le fais le matin au réveil, moi, il y a certains jours où je sais, mais d'autres non. Non, je dirais plutôt, moi, je le fais après le petit-déj, tu vois, en mode tranquille, au moment où je débarrasse le petit-déj, j'ai ce petit temps un peu, donc ça peut être ça. Et puis la deuxième chose que je peux proposer, c'est quand on sent qu'on est un peu débordé par les émotions, de prendre une feuille de papier, enfin de prendre même 3 feuilles de papier blanc et de laisser sortir un maximum tout ce qu'on a envie d'écrire. Et je dis 3 feuilles, on n'est pas obligé de les remplir les 3, mais parce qu'il va y avoir 3 énergies différentes. Et j'aime beaucoup cette écriture automatique ou spontanée sur cette notion de 3 feuilles, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a 3 énergies différentes qui vont se créer. Et souvent, ça permet d'aller en profondeur. Et c'est quelque chose que je propose notamment quand on est dans le tube de la vague et qu'on se sent bousculé par des émotions contradictoires, de pouvoir les laisser sortir sans se poser de questions en écrivant. Ça peut aider certaines personnes. D'autres vont le faire en dictant des vocaux aussi, tu vois, sur leur téléphone. C'est souvent les jeunes qui me disent « Ah, moi, je fais un vocal, ça marche bien. » En tout cas, de prendre ces temps, de laisser le temps long à l'expression automatique. Je pense que c'est super puissant comme technique. Ouais, magnifique. Bah écoute, un grand merci pour ces 2 petits défis, ces 2 petites suggestions. J'aime beaucoup cette idée de justement de partager des mini défis, parce que c'est très très facile à implémenter dans le quotidien et à tester. Et donc je sors un épisode tous les 15 jours, donc tous les 15 jours il y en a un nouveau. Ça te permet parce que tu vois, je reviens à cette idée de chemin, et parfois tu te dis que la somme des choses à changer pour devenir celui que tu veux être est tellement grande que ça te désespère. D'ailleurs, tu peux parfois avoir la même réflexion vis-à-vis de l'écologie, où tu te dis il y a tellement de choses à faire, j'y arriverai jamais. Alors qu'en réalité, c'est juste des petites actions qui se mettent bout à bout. Et par ces petits défis, tu peux justement expérimenter quelque chose dans ta vie de façon extrêmement simple. Au bout de 15 jours, t'en vois les bénéfices ou non. S'il y a des bénéfices, naturellement, tu vas avoir envie de continuer. Donc, ça va pas te demander une motivation supplémentaire ni un engagement compliqué. Tu vois, t'auras une motivation intrinsèque, naturelle, parce que ton cerveau te pousse à faire des choses qui sont bonnes pour lui. Et par ailleurs, s'il s'avère que t'as pas de bienfait, tu la laisses de côté, et puis petit à petit, tu peux comme ça te créer ton propre monde d'habitude, de routine, entre guillemets. Routine est parfois connoté négativement. Dans ma bouche, il est de façon beaucoup plus positive. Et donc construire justement ce petit château de pierre solide qui te tient et qui te permet d'être la meilleure version de toi-même chaque jour. Donc voilà, un grand merci pour ça. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire une transition vers la dernière partie où je vais te demander où est-ce qu'on peut te suivre, comment on travaille avec toi, qu'est-ce que tu proposes. Donc il y a le livre Kiffe ton cycle, mais tu as parlé plusieurs fois de magnettes. Est-ce que justement donc tu vends des magnettes spécifiques pour se demander dans quel état d'humeur tu es aujourd'hui et y penser, c'est ça? Oui, mais le magnet, il est vendu plutôt aux participants des programmes parce qu'on n'en a pas énormément et que du coup, je veux pas me transformer en machine à envoyer des magnettes à tout le monde. Donc, c'est plutôt aux personnes qui participent à nos programmes, parce que ça permet aussi d'avoir le socle, je dirais. Mais s'il y a besoin, vous m'envoyez un message et je vous enverrai la page. Il n'y a pas de problème pour que vous puissiez prendre le magnet. Effectivement, c'est un magnet qui permet de mettre chaque jour, c'est 4 petites surfeuses qui permettent de mettre chaque jour dans quelle énergie je me sens sur le réfrigérateur, et que toute la famille soit au courant, et on peut en acheter un par membre de la famille, ce qui permet que chacun puisse avoir le droit de s'exprimer sur l'énergie dans laquelle c'est cool ça. C'est cool ça, même dans une logique de dynamique sociale, tu vois. Justement, c'était une question que je voulais te poser, et puis en réalité, on n'a pas eu le temps. C'est comment est-ce que l'homme peut, l'homme et la femme d'ailleurs, mais bon, en l'occurrence, l'homme peut entre guillemets adapter son comportement de telle sorte à être à mieux vibrer, à être plus en adéquation avec sa femme en fonction de son cycle. Mais au final, avec ce petit hack des surfeuses et des surfeurs, si chacun met dans son état émotionnel du jour, on peut assez facilement, les autres peuvent assez facilement adapter leur comportement de telle sorte à, si quelqu'un est plutôt dans une énergie négative, ne pas en rajouter et faire redoubler de petites attentions qui pourront participer à le rendre plus heureux, plutôt que rajouter une dose de stress et de colère en lui disant « Ah, t'as pas fait ceci !» Il y a quand même un truc qui est essentiel pour moi, c'est que le cycle ne devienne pas le terroriste de la famille. Je le dis à mes clientes. Parce que c'est un peu facile une fois que je suis consciente du truc. Ah je suis dans cette énergie-là, alors tout le monde doit s'adapter. Non, pas vraiment. C'est pas ma proposition.
Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'être capable de se parler des besoins de part et d'autre. Si on est tous les deux posés sur notre planche, et ben comment on fait pour accepter que ça soit en distribile et que ce soit un peu le bazar, et puis tant pis. Et puis si au contraire un a une énergie qui peut compenser l'autre, comment je fais pour prendre le relais? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dialoguer là-dedans, plutôt que de penser que parce que je connais mon cycle menstruel, les autres devraient s'adapter. Non, en fait, parce que je connais mon cycle et que je sais que les autres sont aussi fluctuants, juste comment on fait pour fonctionner ensemble. C'est ça l'idée. Et dans le programme Kiffe ton cycle, justement, il y a une petite vidéo de 8 minutes pour les hommes, pour leur dire, voilà ce que je viens de transmettre à votre compagne ou à la personne qui vit avec vous et qui a souhaité vous transmettre cette vidéo, pour prendre conscience de ce qui se passe tout simplement. Mais il n'y a pas à le prendre en charge. Ça serait dommage que il y ait une prise en charge. Voilà, je pense que c'est très personnel et chacun prend en charge son humeur, son énergie et sa capacité à communiquer dessus. À mon sens, c'est essentiel. Et donc il y a le livre Kiffe ton cycle, il y a les programmes, c'est des programmes en ligne, et il y a aussi du coaching en one-to-one. Non, je fais plus de coaching en one-to-one. Il y a les programmes en ligne, effectivement, qui permettent d'aller d'un point A à un point B, donc une situation, soit il y a un problème à régler, donc on a des programmes comme Kiffe ton syndrome prémenstruel, Kiffe ton endométriose, Kiffe ta préménopause, qui sont des programmes qui permettent de régler une problématique, et ça c'est en partenariat avec une naturopathe, Sophie Laure Rigaldo, qui travaille avec moi et qui est associée avec moi. Et puis il y a le programme Kiffe ton cycle ou Kiffe tes premières règles, qui sont l'idée de comprendre comment on fait pour donc Kiffe tes premières règles pour les toutes jeunes filles de 10 à 17 ans, et puis Kiffe ton cycle après, qui permet de comprendre comment on peut utiliser cette ressource à l'intérieur de nous. Et puis il y a aussi des sommets en ligne qui sont organisés 3 fois par an à peu près, où j'interviewe une vingtaine d'experts sur un thème en particulier. Donc ça change tout au long de l'année. Et puis ensuite, il y a un programme d'ambassadrices. Aujourd'hui, à date, là, on a 75 ambassadrices un petit peu partout en francophonie qui donnent des ateliers. Donc vous pouvez venir sur le site internet, voir les ateliers qui sont peut-être donnés dans votre région par des ambassadrices et qui font des ateliers en présentiel. Donc ça, c'est super sympa parce que ça permet de prendre des vrais temps, de se poser, de pouvoir échanger. Il y a des ateliers mère-fille, il y a des ateliers entre femmes, enfin il y a pas mal d'ateliers différents, mais tout ça se passe un peu partout sur le territoire francophone. C'est génial. De toute façon, je mettrai tous les liens liés dans l'article lié. Je mettrai aussi quelques photos de toi que tu auras la gentillesse de m'envoyer pour que les gens puissent se figurer un petit peu de ton univers. Peut-être une où tu es en train de surfer si tu en as une. Et puis j'en ai, mais c'est du domaine du privé vu la position. Vu la position. Et puis il nous reste 1 minute. Je te propose de terminer par un petit check-out qui fait écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de cette heure 30 de discussion, et dans quelle énergie est-ce que tu repars pour le reste de ta journée? Est-ce que ta voix a survécu? Alors ma voix a survécu jusque-là, mais je suis en tournage après, donc toute la journée. Donc on va voir si elle survivra à ce soir. Je me sens en super énergie. J'ai trouvé que c'est passé très très vite. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Merci pour cette invitation et merci pour toutes ces questions super intéressantes. Merci Gaëlle. Écoute, j'ai pris énormément de plaisir aussi. Je trouve que ces sujets de cycle sont tellement holistiques, sont tellement transversaux, tu vois, et attrait vraiment à tous les pans de nos vies. Que j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'aurais pu te garder 1 heure de plus et on aurait pu encore parler de plein de choses, mais c'est très très intéressant, et je pense que ça ouvrira la réflexion de beaucoup de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, sur leur propre façon de vivre, mais aussi sur notre façon de vivre ensemble et sur notre façon de vivre dans la société. Donc un grand merci pour ce partage et cette ouverture, ce terreau de réflexion comme j'aime l'appeler, qui va me guider pour toute la journée, et notamment pour ma conversation avec ma femme ce soir, avec qui je vais pouvoir échanger et mettre en perspective tous les conseils que tu auras pu donner. Donc un grand merci à toi pour ton temps, et puis bon courage pour le tournage qui suit. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.